Let's go! Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes en salle, bonjour à vous qui êtes en ligne. Bienvenue dans ce Doers to Doers sur le produit et la stratégie produit, avec un petit titre qu'on a voulu un petit peu provocateur, qui est prioriser tes fonctionnalités pour devancer tes concurrents. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que dans toute la problématique de produit, il y a une problématique souvent de différenciation. Donc aujourd'hui, nous sommes en ligne, donc bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Merci Nicolas d'être ici pour nous partager. Ah super, je vois qu'il y a plein de personnes qui commencent à nous écrire. Donc si c'est votre premier Doers to Doers, je vous présente le concept. L'idée, c'est que j'ai réussi à bloquer Nicolas pendant 1 heure. Nicolas est lead product manager chez The Tribe. Il a 12 ans d'expérience, il a lancé plusieurs boîtes, il accompagne des entrepreneurs très souvent sur leur stratégie produit. Il a animé des ateliers déjà à l'incubateur HEC. Il en anime beaucoup souvent. Il sait un petit peu de quoi il parle quand même. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on a. Donc, Doers to Doers, c'est vous qui faites la conférence. L'idée, c'est qu'on vous parle à vous et de vos problématiques. Donc, j'ai quelques personnes en salle déjà, donc des entrepreneurs qui nous ont dit que j'ai des personnes qui sont qui font du B2B, j'ai des personnes qui font du B2B2C. Là, j'ai du B2C aussi dans les personnes qui nous parlent. J'ai même une remarque intéressante, j'ai B2C dans un premier temps. Donc on voit déjà que c'est ça. Donc on voit déjà que y a des questions de stratégie et de roadmap et d'étapes qui se posent. Et donc ce que j'ai compris du coup en interrogeant les personnes dans la salle, et je vous invite, vous qui êtes en ligne, à m'écrire quelles sont vos problématiques produits aujourd'hui. Comme ça, moi, je les partage à Nicolas et on en parle. Et comme ça, vous sortez de cette heure de Doers to Doers en sachant ce que vous devez faire sur votre produit. Voilà, comme ça, ce sera fait. Pas de pression, Nicolas, surtout. Okay. Super. Et donc dans les problématiques que j'ai eues en salle, notamment, j'ai eu, on commence à rentrer sur notre marché, ou alors on va commencer à rentrer sur notre marché. J'ai 10 000 idées de fonctionnalités. Comment j'avance et comment je fais ça. Je ne sais pas si vous, en ligne, vous avez des problématiques similaires ou si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail sur ce qui vous pose problème. Bien sûr, Nicolas, dans un premier temps, je vais t'inviter à te présenter. Okay. À compléter ta présentation. Et surtout, moi, j'ai une question pour toi, c'est pourquoi c'était important d'intervenir sur ce sujet-là pour toi, aujourd'hui? Ok. Du coup, moi, c'est Nicolas Adam. Comme tu l'as dit, j'ai monté plusieurs startups. En fait, j'ai fait 7 ans d'entrepreneuriat. On a été 25 personnes au maximum dans cette startup. On a levé 1,5 million. Et c'était entre 2010 et 2017, donc 1,5 million aujourd'hui, c'est lucide. On était plutôt en série A ou des trucs comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que globalement, il y a plein de choses qui arrivent à ce moment-là. C'est avant que tu trouves ton marché, avant que tu trouves des financements, c'est qu'est-ce que tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu n'as pas du tout besoin de faire. Et surtout, après, une fois que tu as levé, c'est en fait comment tu engages les autres là-dedans. Comment tu engages les autres là-dedans? Et ça, c'est un point important. Et du coup, après avoir fait ma boîte, ça s'est arrêté bien sûr, en 2017, j'ai accompagné plein d'entrepreneurs à rentrer dans une dynamique un peu plus collective. Oui, comment on fait ensemble, comment on se pose des questions, comment prendre la hauteur. Parce qu'en fait, tout simplement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la tête dans le guidon, qui a envie de plein de choses, qui est épuisé, qui se pose 10 000 questions. Et vous reconnaissez. Et à des moments, il y a juste quelqu'un qui arrive et qui pose une question qui est la bonne. Et ça change complètement de paradigme dans lequel il est. Voilà. Ok. Et la roadmap et les priorisations en font partie. Ok, trop bien. Dans les questions qu'on a eues juste avant de commencer, il y a quelqu'un qui nous a dit en fait, comment est-ce que je fais pour arriver, donc lorsqu'on est dans un lancement, donc il y a différents types d'avancements. Partagez-moi également quels sont vos types d'avancements, comme ça on va pouvoir être sûr de pouvoir le traiter. Alors avant peut-être qu'on commence là-dedans, j'ai juste une question. B2B, B2C, est-ce qu'il y a une différence de méthodologie? Là, ce que tu vas dire, ça s'applique au B2B, au B2C, les deux? Tout ce que je vais dire, ça correspond à tout en fait. Je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est juste qu'en B2C, tu vas peut-être avoir un panel de 1100, enfin tu vas avoir des montants qui vont exploser entre guillemets en termes de nombre d'utilisateurs, alors qu'en B2B, ça va être beaucoup plus restreint. En B2B, tu vas plutôt rentrer dans une logique de parler directement avec les personnes, alors qu'en B2C, il faut trouver d'autres manières de prendre des apprentissages. Ok, très bien. Ok,
Hyper cool. On va pouvoir rentrer dans le détail de comment tu prends les apprentissages pour le B2C. Super. Donc du coup, moi, la première question que j'ai, c'est une question assez générale, c'est j'ai tout fait bien, j'ai parlé à 1000 clients, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient ça comme fonctionnalité. Mes concurrents, ils sont en train d'avancer assez vite. Moi, je panique un peu, je sais pas trop quoi choisir. Je commence par laquelle des fonctionnalités? Celle qui revient le plus ou comment ça se passe? Alors déjà, si tu as parlé à 1000 clients, c'est que tu as parlé un peu trop de monde. Ah. Ça veut dire que tu as voulu trop te rassurer avant de passer à l'action, entre guillemets. En fait, il y a un point important quand on monte une boîte, c'est passer à l'action. D'accord. En fait, on pourra faire tous les plans sur la comète qu'on veut. C'est qu'en mettant en face des gens, qu'on aura les réponses de ce qui va se passer. Par exemple, tu peux faire une grande roadmap sur un an, faire un business plan, etc. La question est simple, est-ce qu'il y a déjà un business plan qui s'est passé tel qu'il devait se passer? Voilà. Je sais pas. À chaque fois, je le dis, c'est si quelqu'un a fait ça dans sa vie et ça marche tout le temps, écrivez un livre et faites-en un best-seller. Parce que je pense que tout le monde a ce problème-là. J'ai un entrepreneur expérimenté dans la salle qui a fait 1-1. Et en effet, ok. Et du coup, j'ai envie de te poser un peu une question très concrète. Je pose la question à combien de clients alors? En fait, c'est surtout déjà, avant toute chose, c'est de savoir quel est le problème que tu résous. Ok. En fait, la plupart du temps, quand on est entrepreneur, si on est au démarrage, là on parle d'une phase d'amorçage comme seed, j'ai juste une idée, j'ai un petit financement mais j'ai pas de clients. Là, à ce moment-là, souvent, déjà, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Souvent, c'est la principale question à se poser. Parce qu'un entrepreneur, il a vécu une émotion un peu négative dans sa vie, il a vécu un petit truc, voilà, et il a voulu apporter une solution. Et en fait, il pense que la solution qu'il a dans sa tête, ça correspond à tout le monde. Et tout le monde a ce même problème. Oui, ça arrive souvent. Et le truc classique, c'est de se dire, je vais dérouler quelque chose comme si tout le monde avait le même problème que moi et voyait la même manière de le résoudre. Même si j'ai plusieurs personnes qui m'ont confirmé qu'eux aussi avaient ce problème. Mais alors, ça c'est encore autre chose. Comment savoir si je ne suis pas en train de biaiser quelqu'un? C'est ça. Dans l'idée, après ma boîte, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Family City. Il y avait quelqu'un qui faisait des tests utilisateurs. C'était un investisseur. Ces personnes-là sont les pires personnes pour faire des tests utilisateurs dans la rue parce qu'il allait quelque part, il montrait son appli, regarde, c'est bien. Et regardez, il a dit que c'était bien. Oui. Est-ce qu'il va l'utiliser? Je ne sais pas. D'accord. Mais c'est dur de débiaiser un peu. En fait, de comprendre quelle est l'essence, déjà le problème, comment je vérifie que d'autres personnes ont le même problème et comment je vérifie que ma solution que j'ai en tête, elle peut s'appliquer à d'autres personnes. Ok. Mais du coup, si je réfléchis à quel point, en fait, est-ce que ma solution peut s'appliquer à d'autres personnes, est-ce que je pose la bonne question? En fait, quelles sont les questions que je pose aux personnes pour ne pas les biaiser, justement? Des questions ultra ouvertes. En fait, déjà, si tu fais un entretien, tu parles avec quelqu'un et que tu parles de ta solution directement, souvent, tu vas un peu les mettre dans des questions. Globalement, si tu poses beaucoup de questions fermées, tiens, je fais ça, si tu parles beaucoup lors du test ou de l'entretien, souvent, c'est que tu biaises un petit peu l'exercice. Ok, donc moins je parle, mieux c'est. Exactement. Ok, et je dirige pas du tout l'entretien, du coup? Alors, globalement, je veux aborder des thèmes, mais ces thèmes-là, je vais aller sur plein de sujets. Je vais aller sur, tiens, si je te dis le mot entrepreneuriat, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bon, je ne te demande pas la réponse, mais voilà, globalement, ça va être ça. Et après, on va rebondir, on va aborder des thèmes, bien sûr, mais on les ouvrir dans la manière de le faire. Et en fait, à ce moment-là, on essaye de valider un problème. Si la personne te le remonte naturellement, ne te pose pas de questions. Sur 5 personnes remontent le même problème, vas-y. Si aucun te le remonte, pose-toi des vraies questions. Et quelles questions je dois me poser si justement, en fait, je me rends compte que dans ce que j'ai en tête, par exemple, moi, j'offre une solution pour faciliter la vie des personnes sur un tel aspect de leur travail, mais elle me remonte, moi, ma priorité numéro 1, c'est pas cet aspect de travail. Comment je fais? Eh déjà, en fait, c'est aussi cette partie-là. Je vais donner un exemple, c'est un truc assez connu. C'est un restaurant, par exemple, qui avait ouvert un restaurant, elle aime bien faire des hamburgers, etc. Et en fait, pour l'entrée, elle met des petites chips. Voilà. Et elle fait des chips maison, etc. En fait, elle se rend compte au bout d'un moment que personne n'aime ses hamburgers. Par contre, tout le monde vient pour ses chips. C'est un peu la question que tu me poses à ce moment-là. Ouais. Tu découvres autre chose. Et en fait, du coup, le résultat de ce côté-là, c'est elle va monter une marque de chips. Oui. Mais elle pourrait s'entêter dans non, c'est vraiment un restaurant que je veux faire et c'est ce que j'aime, etc.
mais potentiellement, ça va pas fonctionner. Ok. Là, tu viens de donner un exemple B2C. Moi, je vais te parler du B2B. Je sais que quand je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, ils disent en fait, j'ai pas envie de me griller. Déjà, c'est super dur pour moi d'arriver à avoir le bon contact dans la bonne entreprise. Je vais pas y aller et me griller avec un produit qui est pas prêt, un produit qui est pas fini. C'est le perfectionnisme est la pire des choses pour les entrepreneurs. Ah ouais. En fait, on est dans un mode où la peur de se griller, en fait, la peur est très présente à chaque étape de l'entrepreneuriat. Par exemple, dans ma première boîte que j'ai montée, je sortais des études, j'ai mis 1 an avant de sortir la plateforme. On est dans 2010. Ouais. Et je trouve toujours une manière de dire non, on va pas la sortir. Toujours un truc, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en fait, en réel, c'est quand tu te lances que tu vas avoir la réponse. Et c'est vrai qu'on a cette tendance, en fait, quand on entreprend, à ce perfectionnisme qui revient sans cesse, en fait. Oh, il n'y a pas ça. Oh, mais c'est important. Oh, mais voilà. Et en fait, il faut accepter de créer ce que j'appelle des frustrations positives. Ça veut dire, OK, là, globalement, tu réponds à un problème, mais j'aimerais beaucoup plus. Et ça, pour moi, c'est une frustration positive. OK, c'est pas grave. Et du coup, t'es intéressé par mon produit et tu me donnes des suites possibles pour mes développements. Ok, très bien. Je vois que dans les personnes qui nous écrivent, on a des personnes qui sont en go-to-market, on a des personnes qui, justement, sont en phase de levée et puis se disent maintenant, il va falloir que je commence à me lancer dans le produit. Pour toi, et quand tu dis ça, tu disais que tu avais une méthode qui a un nom un peu rigolo, qui s'appelle la méthode de l'artichaut. Oui. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de cette méthode Ok. Comme je disais, en fait, la plupart du temps, des entrepreneurs viennent nous voir. En fait, tu es en seed, tu as plein d'idées, tu veux révolutionner le monde. Et t'imagines la plateforme dans 10 ans que tu vas avoir et que tu voudrais. Bon, le problème, c'est que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les ressources et que tu vas galérer pour y arriver. Quand tu commences à lever des fonds, en fait, tu te rends compte que tout le temps, tu n'as pas forcément la capacité. En fait, tu es toujours en incapacité. Jusqu'à la série B, tu es en incapacité de pouvoir tout faire. Okay. Désolé pour les entrepreneurs qui pensent qu'un jour, ils auront leur plateforme parfaite comme ils l'ont. Ça n'arrivera pas. Ou il va se passer d'autres choses. Souvent, quand on a ce monde idéal, en fait, c'est le monde dans 10 ans qu'on voudrait pour notre application. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'artichaut. Ça veut dire que tu vois comme si tu avais une sorte de cahier des charges dans ta tête. Et en fait, souvent, cet artichaut veut répondre à 50 problèmes à la fois. Il n'y a pas longtemps, j'avais un entrepreneur, il avait une idée en tête et en fait, il y avait 50 problèmes qu'il voulait résoudre. Ouais. Donc en fait, un peu dur de savoir quel était le vrai sens de ce que tu veux faire. Ouais. En fait, dans l'entrepreneuriat, le sens est important. On en parle souvent dans le monde du travail, mais déjà savoir pourquoi je fais les choses, c'est la première des raisons. Ok. Après, comment on fait les choses, c'est une chose, et qu'est-ce qu'on doit faire, c'est encore autre chose. Pour ce qu'on appelle la méthode de l'artichaut, c'est qu'en fait, souvent, nous, quand des gens viennent nous voir, en fait, on va se refocaliser sur ce qu'ils voulaient faire au démarrage. Souvent, quand tu vas lever des fonds, quand tu vas chercher à lever des fonds, tu vas trouver plein d'alternatives à des problèmes. Tu penses le truc idéal, tu vas faire plein d'alternatives, et en fait, tu vas te retrouver à perdre le sens de ce que tu fais. Tu vas t'épuiser dans une solution. Et en fait, c'est de revenir à cet état avec ce que tu voulais faire de base et qui tu voulais viser. Ok, très bien. Voilà. Rien que ça. C'est un processus, voilà. C'est un processus, ok. Et aujourd'hui, toi qui as accompagné pas mal de boîtes, quelles sont les difficultés qu'elles ont à implémenter ces méthodes-là ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça peut rentrer... Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais ça peut être hyper difficile. Comment on fait pour changer ? Justement, plus il y a de remontées utilisateurs, plus il y a de points de vue différents. C'est pas comme s'ils disaient tous la même chose. Déjà, le truc basique, c'est de savoir qui on vise. En fait, je suis arrivé dans des boîtes où, par exemple, ça arrive souvent dans la série A. En fait, on a plein de clients. Il y a les clients qu'on voulait avoir, qu'on n'arrive pas trop à avoir d'ailleurs. Les clients en général, les grands comptes ou pas forcément. Ou le client parfait. Oui, celui qui a de l'argent, celui qui va utiliser la solution comme on l'avait envisagé dans notre tête, etc. Qui va nous permettre de changer le monde. Souvent, on a aussi les clients un peu relous, ceux qui nous font gagner de l'argent, mais qui nous en mettent plein d'embêtements. Voilà. C'est-à-dire qu'ils demandent un truc hyper personnalisé, alors que c'est pas forcément le meilleur choix pour... Exactement. Et d'ailleurs, ça entraîne dans ce côté où je vais faire une plateforme qui
il va y avoir plein de conditions dedans, de petites conditions pour dire si c'est cette personne-là, ça fait ça, etc. En fait, la question à se poser, tout bête, c'est qui sont mes clients que je veux avoir et quelles sont les différentes typologies de clients que je pourrais avoir. Ok, ça c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. D'accord. Parce que de toute manière, un client, il y a des typologies, il y a des regroupements. Il y a des gens, on appelle ça des personas, voilà. Même, on n'est pas obligé de faire une recherche utilisateur de 6 mois pour y arriver. On peut faire des proto-personas, c'est basé sur l'intuition collective des gens. Tu as une boîte, vous avez levé, quand j'étais dans la boîte, ils avaient levé 3,5 millions. Il y a 60 personnes. En fait, tu as des sales, tu as des opérations, tu as des développeurs. En fait, tu crées une connaissance partagée du client. Parce que tout le monde a un peu un bout de la solution. Ouais. Tout le monde a le service client, ils entendent plein de choses. Les sales, ils entendent des choses. Les Ops, ils ont d'autres choses. Le marketing, les développeurs ont accès à des informations aussi. Il ne faut pas les oublier, eux. Ouais. Voilà. Et en fait, tu crées une connaissance partagée là-dessus. Bon, ça, c'est quand tu es arrivé à plutôt série A, tu es quand même assez plus de 20 personnes. Ok, donc très concrètement, si moi là dans les personnes qui nous regardent, et confirmez-moi si j'ai bien compris, on est plutôt dans des boîtes qui sont en fait vraiment en phase de go-to-market. La plupart ont déjà un produit, ils ont déjà fini de développer un MVP, et là ils le confrontent au marché. Et il y a d'ailleurs quelqu'un dans les commentaires qui me dit mon produit est déjà lancé, mais je commence déjà à envisager un switch. À ton avis, à ce stade-là, quelles sont les étapes que tu dois respecter pour faire une roadmap produit? Comment tu t'y prends? Alors, en fait, souvent, on va avoir quand on parle de roadmap produit, vous allez souvent avoir il y a beaucoup d'inspiration sur... on va vous parler d'OKR, on va vous parler de superbes roadmap, de choses. Clairement, tout ça, il faut l'oublier. Ah. Il faut l'oublier. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une équipe et que cette équipe, elle doit être résiliente. C'est bête, mais cette équipe, vous n'avez pas de clients. Là, en fait, vous allez devoir cravacher pour essayer de trouver le bon produit, le bon format. En fait, il ne faut pas essayer de vendre, il faut essayer de découvrir ce qu'on doit vendre, en même temps en le faisant, en fait. Oui. Cette étape est super importante parce que du coup, en fait, on ne peut pas faire des plans sur... Quand on est en phase de go-to-market, on ne peut pas faire des plans sur un an. C'est impossible. Si on fait un plan sur un an et qu'on passe trop de temps à le faire, à part pour des investisseurs... Oui, j'allais dire, des fois, on nous le demande, en fait. Les investisseurs, ça tenait qu'à nous, c'est confirmé dans la salle. En fait, les investisseurs vont le demander. Et c'est OK. Mais comme des banquiers vont demander un business plan. Tout le monde a rigolé dans la salle à la mention de business plan. Alors, un entrepreneur expérimenté nous dit dans la salle qu'il suffit d'inventer des chiffres. Est-ce que j'invente des chiffres, du coup? Les business plans, c'est juste pour assurer des gens. Enfin, tous ces documents qu'on donne à d'autres personnes, ce sont des documents de réassurance, de montrer, regarde la manière dont je vais le faire, regarde comment j'ai ma manière de penser, voilà comment j'envisage les choses. Il y a un peu vendre du rêve indirectement, mais ça ne doit pas être ton document opérationnel. Tu ne dois pas passer trop de temps dessus. Ok. Tu dois passer du temps dessus, ça te permet de lever des fonds. D'accord. Si tu as levé des fonds, c'est bon, mais oublie ce que tu as vendu. Parce que ça ne se passera jamais comment tu l'as décidé, en fait. Ok. Voilà. Souvent, et du coup, toi, ta roadmap opérationnelle à toi en tant qu'entrepreneur, c'est autre chose. C'est-à-dire ce que toi, en fait, quelles sont les actions que tu vas mettre en musique afin de maximiser tes chances de succès, les chances de succès de ton produit? Exactement. Ouais. Par exemple, souvent, tu vois, dans les trucs pour les investisseurs, on dit on doit faire du machine learning. Oui. L'intelligence artificielle, les trucs comme ça. On va faire, je sais pas, il y a peut-être du Web3 maintenant qui doit passer dans les presses, dans les documents, de la crypto, de la blockchain, enfin voilà, il y a tout ça. Les buzzwords. Franchement, une boîte qui fait de l'intelligence artificielle en phase de de trouver son marché, t'es ultra overkill. Faut arrêter là-dessus. C'est-à-dire que tu vas trop loin. Déjà, il faut que tu testes un truc. En fait, quand on est entrepreneur à ce stade-là, il faut se mettre en mode manuel. On ne doit pas chercher à automatiser les choses. D'accord. Ce qu'on a vendu aux investisseurs, c'est un business qui va être automatisé, qui va permettre de scaler parce que du coup, je ne vais pas recruter trop de gens. Il y a plein de choses qui vont être automatisées. Mais en fait, là, pour l'instant, tu dois te mettre dans un mode ultra manuel. D'accord. Ok. Donc, et dans ce mode ultra manuel, du coup, donc de ce que je comprends, il n'y a pas de... Enfin, il faut oublier tout ce qui est roadmap produit. Et je remplace ça par quoi? Qu'est-ce qui doit guider mes actions? Alors déjà, avant tout, c'est une équipe. Une équipe. C'est une équipe qui est ensemble. Par exemple, quand on recrute dans cette phase-là, recruter un CTO qui vient de grande boîte, ok, c'est rassurant. Ouais. Mais souvent, il ne va pas être dans la démarche parce que c'est dans une démarche
de cycle continu. On parle souvent de lean startup. Donc, je construis un truc, je mesure, j'apprends, je construis un truc, je mesure, j'apprends. Et ben en fait, ça doit être une équipe qui va travailler ensemble. On doit penser, on doit réfléchir ensemble, on doit se poser des questions ensemble, on doit faire des actions, on doit réapprendre de ça. Mais par contre, il ne faut pas aller trop loin. Il faut faire des petits cycles courts en fait là-dessus. Ok. Un cycle court, il se découpe comment? Un cycle court, c'est un moment où en fait, on va essayer de éplucher des artichauts, se recentrer sur le cœur du problème qu'on veut faire, tenter quelque chose, tenter une approche, la tenter, voir comment ça réagit. Si ça réagit bien, on va un peu plus loin. Si ça réagit pas du tout, on se pose des grosses questions et on met tout ça à la poubelle à la limite. Si ça vivote un petit peu, on se donne un peu de chance pour aller un peu plus loin. Mais voilà. C'est à peu près ces 3 phases-là. D'accord, ok. Et donc c'est comme ça en fait qu'on découvre un peu ce qu'on doit vendre. J'ai cette question-là dans le chat. Ce sur quoi on doit se concentrer, c'est comme ça qu'on fait. Exactement. D'ailleurs... Et pardon, j'ai dit. Vas-y. Je pose une question et du coup tu vas pouvoir peut-être alimenter ta réponse de ça. Quand tu dis que tu sais comment tu dois vendre, quel est l'élément, en fait, comment tu différencies justement l'intérêt du « je te l'achète mardi ». Tu vois ce que je veux dire? Alors... En fait, quand on est dans la phase, quand on n'a pas encore de client, qu'on a fait son truc de notre côté, qu'on a développé, on ne doit pas vendre un produit en tant que tel. C'est bizarre, tout le monde nous dit on doit avoir un produit, etc. En fait, on doit vendre une solution à un problème. D'accord, qui n'est pas forcément un produit. Qui va donner lieu à un produit, d'accord, mais qui n'existe pas en tant que tel. Enfin, qui est... Je sais les opportunités et les options que je peux utiliser, et je vais le faire d'une manière manuelle si c'est possible, mais moi je vais essayer de répondre à un de tes problèmes. J'ai compris ton problème, je t'ai mis dans une démarche où j'ai compris vraiment ce qui se passe, j'ai des opportunités pour le faire et déployer, je vais parler avec toi, je vais rentrer dans un mode conversationnel, et ensuite je vais utiliser la bonne option pour y aller. Ok. Ça fait un peu abstrait comme ça? C'est un peu abstrait, est-ce que tu peux poser des questions? Est-ce que tu peux prendre un exemple? Ok. Typiquement. On va dire, je vais essayer de l'anonymiser aussi cet exemple parce oui, qu'il y a des voilà. On va dire que globalement, il y a quelqu'un qui vient nous voir dans le recrutement. En fait, globalement, il nous dit, moi, en fait, j'aide les gens en reconversion professionnelle. On va dire qu'ils ont difficulté d'accéder à l'emploi. Et il veut créer une plateforme d'emploi formidable qui va permettre d'aider les gens en reconversion et se réintégrer dans la vie normale. Voilà. Ok, c'est intéressant. Et là, lui, il voit la plateforme avec toutes les connexions automatiques, du matching, de l'intelligence artificielle. Tu peux envoyer la blockchain avec. Je pense qu'il y avait tout. Il voulait même monter une crypto basée sur de la rétribution. Alors, tu vois, là, c'est un mélange de plein de choses, de plein de problèmes. En fait, on a envie de proposer une solution hyper complète parce que on a vu que ça... on voit qu'il y a un problème, etc. Et donc, on veut essayer de tout faire en même temps. En fait, ouais. C'est ça. Exactement. Mais c'est pas ce qui fonctionne. Alors, ça fonctionne, mais par contre, là, tu en as pour 1 an. Oui. Si tu veux aller jusqu'à ce stade-là. Et encore 1 an, tu n'auras pas tout fait. En fait, on est rentré on lui a fait prendre de la hauteur, on a parlé avec lui. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on lui a dit, écoute, on a construit pendant 3 jours avec lui quelque chose, une roadmap. Alors, ça ressemble à une roadmap, mais c'est plutôt des objectifs plutôt que des fonctionnalités. Ouais. Ton objectif, c'est de découvrir que ça, c'est le vrai problème, et pour ça, on va faire des choses. À la fin, on a déterminé 3 plans avec lui, c'était co-construit avec lui. Oui. Un où tu n'avais absolument pas besoin de développer quelque chose, tu fais un groupe WhatsApp, tu mets les gens dedans, tu poses des questions, tu fais un typeform, tu fais un Excel. J'ai quelqu'un qui me demande, quand on dit manuel, est-ce que ça veut dire fichier Excel? Ça veut dire des choses que tu peux faire tout seul sans faire intervenir la technique. En fait, tu peux te débrouiller un peu tout seul. Okay. Tu vas faire des typeforms, tu vas faire des outils no-code. Des outils no-code. Aujourd'hui, c'est rempli de trucs, d'outils no-code. Même si, attention, parce que le no-code entraîne souvent à refaire une grosse plateforme parce que ça paraît de prendre moins de temps. Mais oui, souvent, ça me parle. Souvent... non, c'est formidable, mais c'est juste que en fait, tu vas te retrouver dans le même système que si tu étais tech, en fait. Voilà. Ok. Et en fait, tu vas rentrer et tu vas mettre les gens dans des situations, tu vas créer des groupes, tu vas aller et tu vas chercher l'interaction directe en fait avec les personnes. Et ensuite, tu vas valider et tu vas proposer parce que tu as des solutions que tu peux prendre mais qui ne sont pas automatisées à 100%. Et oui, des fichiers Excel, ça fonctionne, du Airtable, ça fonctionne, enfin, il y a tout ça qui marche. Ok, trop bien.
Et donc, à partir de là, donc ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Cette première étape, comment est-ce que je fais pour vérifier que j'ai un besoin et qu'on est prêt à l'acheter? Et ben, dans ce cas-là, en fait, à ce moment-là, tu vas rentrer alors encore plus dans le B2B. Ouais. Dans le B2B, il faut rentrer dans une démarche conversationnelle. D'accord. En fait, tu es un mélange de sales produit. C'est-à-dire, d'un côté, tu as envie de vendre, parce que voilà, mais tu vas te mettre dans une démarche de questionnement et de chercher à découvrir qu'est-ce que les gens vont prendre. D'accord. Déjà, en plus de ça, en fait, dans cette phase-là, il faut que tu trouves tes bêta-testeurs. Tes bêta-testeurs, c'est la clé de tout, c'est tes ambassadeurs futurs, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, tu vas rentrer dans une démarche de co-construction avec eux. Donc, tu vas prendre leurs besoins, tu vas parler avec eux, tu vas poser des questions non biaisées, Oui, c'est ça. très ouvertes, avec plein d'ouvertures. Et ensuite, tu vas construire avec eux, tu vas leur pousser quelque chose, tu vas leur dire qu'est-ce que tu en penses. Et maintenant, et bien sûr, tu vas le montrer et tu vas parler avec des gens qui ne sont pas des gens de ta famille. Ah. J'insiste dessus, parce que ça, c'est souvent le cas. Ni les amis. Votre grand-mère n'est pas une bonne utilisatrice. Bon, Ah. voilà. Ou votre mère, votre tante, peu importe, votre cousin. Il faut quelqu'un qui rentre dans la cible à qui vous voulez parler. Comment je fais pour convaincre quelqu'un qui ne me connaît pas de m'accorder ce temps-là? Alors, c'est un point important. Si tu es dans un mode sales, ça va être dur. C'est-à-dire? Parce qu'il faut que tu aies le bon message au bon moment. Et ça, tu peux pas le deviner tant que tu n'as pas parlé avec la personne et que tu connais pas ses points Tu faibles. peux avoir de l'intuition qui faible. marche. L'intuition qui marche, ça fonctionne. Hein. Enfin, il y a des gens qui ont une intuition, qui lancent, qui vont direct et qui passent directement à lever des fonds et faire tout ça. Ça arrive, ça arrive. Taux de succès? Alors, un truc très simple, de toute façon, 11 startups sur 12 s'arrêtent dans les 5 premières années. Ok, merci. Voilà. 70% des projets informatiques qui ont un timing et un budget au minimum doublé. D'accord. Voilà. Donc, on va chercher une autre méthode. Tout à fait. Et en fait, tu vas contacter des gens, mais tu vas te mettre en mode « j'ai besoin de comprendre ». En fait, les gens sont prêts à t'acheter si tu résous un problème chez eux. Oui. Tout simplement. Et c'est OK, on peut y aller comme ça. À ce moment-là, tu peux rentrer dans la discussion, et puis là, on va poser des questions. Et en fait, rien que de poser des questions à quelqu'un, en lui faisant prendre du recul, déjà, rien que pour ça, souvent, c'est quelque chose qu'il apprécie. Oui. Après, quand tu lui proposes quelque chose après, en fait, il a envie de construire avec toi, il devient ambassadeur de ce que tu fais. Il a envie de t'accompagner parce qu'il comprend et il voit la plus-value qu'il peut obtenir lui. Donc c'est un truc un peu, dans cette phase-là, c'est un peu une relation de confiance mutuelle aussi. C'est un peu humain tout ça. Oui, je comprends. Donc si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit, en fait, la première étape, c'est aller à la rencontre des clients, poser des questions ouvertes sur leurs problématiques, que ça nous concerne ou que ça ne nous concerne pas. Oui. Ensuite, une fois qu'on a cerné un besoin, on va crafter la solution au besoin, ou alors on va voir comment notre solution peut répondre à ce besoin, ou en tout cas se mettre un petit peu répondre aux besoins qui ont déjà été exprimés, parce que souvent j'ai déjà développé un truc, je ne vais pas développer un truc Oui. de rien. Je teste une solution à bas coût qui ne me demande pas de recruter un développeur pour tester et valider que l'idée que j'ai pour répondre aux besoins est valide. Mmh. Ensuite, je pose ces questions selon cette méthodologie aux personnes pour savoir si je suis bien sur la bonne voie. C'est exactement ça, et je vais même rajouter, en fait, il y a plein de phases, et dans toutes ces phases, il ne faut pas se mettre en mode « je dois livrer des fonctionnalités ». La pire des choses en entrepreneuriat, on doit faire ça. En fait, je dois apprendre. Je dois apprendre perpétuellement. Même si j'ai déjà des clients. Même si j'ai déjà des clients, j'apprends perpétuellement. Okay. D'ailleurs, c'est un point important. En seed, on est dans la débrouille, on parle de MVP, on parle de POC, on parle de tout ça. La plupart des séries B ont un problème, ils ont perdu cette dynamique-là. Ils sont partis dans des tunnels de fonctionnalités, ça dure 6 mois. Les fondateurs en ont marre, ils se disent « mais avant, on innovait plus rapidement ». Enfin, oui, on allait plus vite, mais il y a une démarche en fait, il faut garder ça perpétuellement. C'est un sport, et c'est un sport d'équipe d'ailleurs, ça. Ça se fait vraiment en équipe. J'ai une question en ligne, et je prends les questions en ligne, mais surtout vraiment, levez la main si vous avez des questions en salle. L'idée, c'est qu'on réponde aussi à vos problématiques à vous. En ligne, justement, j'ai une question, une méthode pour itérer sur ces cycles en équipe. Exactement. Et bien, c'est quoi la méthode pour travailler en équipe? Alors, pour travailler en équipe, déjà, c'est savoir se parler. Ok. Savoir s'aligner. C'est bête, mais on cherche tous un super framework. Bien sûr, on parle d'agilité, de Scrum, de plein de trucs, etc. Mais avant toute chose, toutes ces méthodes, tous ces frameworks ont juste pour but de parler ensemble. D'accord.
Une équipe, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que des cofondateurs, ils pensent qu'ils sont alignés, mais en fait, ils sont complètement désalignés. Ah. On a déjà eu un. En vrai, j'ai beaucoup d'exemples aussi. Par exemple, une fois, il y a 2 personnes qui viennent nous voir et ils nous parlent de tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont l'air assez alignés. On va dans un système de pensée, on les amène dans un système de pensée en prenant de la hauteur. À la fin, on pointe le doigt, on dit désolé, mais là, vous êtes désalignés, on ne pourra rien faire pour vous. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le même objectif pour. Il y en avait un qui voulait faire quelque chose et l'autre voulait aller autre part. Ils avaient des cibles différentes, des objectifs différents. Ils ne voyaient pas du tout la même chose. 2 semaines après, ils se séparent. Oh. Est-ce qu'il y a des belles histoires quand même? Indirectement, indirectement, c'est une belle histoire parce que, en fait, en faisant ce temps-là, on l'a mis en lumière peut-être. Ouais. On n'a pas poussé, on n'a pas dit séparez-vous, c'est important que vous vous séparez. C'est pas ça. On était plutôt en mode non, vous êtes désalignés, mais on peut vous réaligner, on peut aller quelque part. Mais en fait, ils auraient pu passer 6 mois, 1 an à faire ça. Ouais. Et être désalignés et être en conflit. Et parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un truc de j'ai une charge mentale de dingue. J'ai une inquiétude, c'est le monde de l'incertitude. Oui. Et ça, c'est le point important. J'ai un autre exemple aussi, on fait des design sprints, je pourrais en parler plus en détail, mais c'est une manière pour valider rapidement, à partir d'un problème, de valider sans développer, en 1 semaine. On fait le lundi, on commence le lundi, le vendredi, on fait tester des choses à des gens, et on a des réponses. Okay. Et souvent, ça fait gagner beaucoup de temps. On a des clients avec qui on a travaillé il y a pas longtemps sur un design sprint, et tout simplement, elles avaient une idée en tête. On fait tout le processus. À la fin de la semaine, on pose des choses, c'est dans le B2B d'ailleurs, on pose des maquettes devant des gens, on les laisse parler. Et là, ce qu'elle avait en tête n'était pas du tout ça. Par contre, dedans, il y avait autre chose. Il y avait un truc qui était présent et tout le monde a dit « ça, c'est intéressant ». En fait, la question qui se pose à ce moment-là, elle n'est pas si simple parce que c'est « est-ce que moi j'ai envie d'aller là-dedans ? Est-ce que je suis prêt à faire le deuil de quelque chose ?» L'entrepreneuriat, c'est apprendre à faire le deuil perpétuellement de certaines choses. Ok. C'est de se choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Quand tu priorises tes fonctionnalités, tu renonces à certaines parties de ton produit où tu les proposes, enfin, où tu les mets à plus tard. Ou non, parfois aussi, tu peux tout simplement y renoncer parce que tu te rends compte que le marché ne valide pas ce que tu avais en tête. Oui. Oui, c'est souvent en fait quand on est dans la priorisation, on a par exemple, on doit faire ça, on devrait faire ça, on pourrait faire ça, et le Inch'Allah, ça veut dire les trucs, tu as envie de les mettre, mais en fait en vrai, tu peux l'oublier, c'est peut-être un jour, on verra, et même un peu au-dessus, c'est souvent aussi on ne sait pas trop. Est-ce que ça s'appelle le Moscow, ça? Ça, c'est exactement. Alors, Moscow, est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? En fait, le Moscow, c'est une manière de priorisation. Il y en a plein de manières de priorisation. Mais n'oublions pas, c'est une discussion et un sport d'équipe, avant tout. Oui. Globalement, tu vas prioriser des fonctionnalités parmi must-have, il faut absolument faire ça. Ok. Ça demande aussi de se poser la question, quel est mon objectif? Donc ça, c'est le point important. Et pour atteindre cet objectif, est-ce qu'il faut absolument faire ça? Est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc c'est must-have, could-have, should-have, enfin should-have, could-have. Ok. Mettons, j'ai un produit que j'ai déjà lancé, ça fait un petit moment. Il y a plusieurs fois que je propose ce produit à des clients et qu'il est validé, etc. Et la question qui se pose, c'est... La question qui se pose à ce moment-là, c'est comment est-ce que je fais pour me rendre compte que je ne suis pas alignée avec mes cofondateurs? Est-ce que j'ai des signes qui doivent me mettre en alerte? Et quels sont les moyens de les adresser? Parce que je pense que y a l'option où on découvre qu'en fait, finalement, moi, en fait, ce que je voulais lancer, c'est un autre truc, etc. Mais il y a peut-être aussi des étapes en fait, de discussion où on peut en fait, s'auto-convaincre que non, c'est dans cette direction-là qu'on va aller. Enfin, les gens peuvent changer d'avis aussi et on peut se réaligner. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu as des exemples? J'ai envie de dire un truc, c'est est-ce que tu as déjà organisé des vacances avec plusieurs personnes et savoir où on voulait aller? Ouais. Souvent, c'est la galère. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Ouais. On a un faux semblant de c'est OK, on va te suivre, mais en fait, on n'était pas du tout aligné de base. En fait, ça demande aussi... Enfin, quand je parle d'un sport d'équipe, c'est aussi ce côté-là. Que ce soit une équipe de cofondateurs ou autre, il faut savoir vraiment se parler ensemble. C'est comme si on allait voir un psy, en fait, à des moments. En fait, on a besoin de quelqu'un qui fait prendre un peu de hauteur, qui fait discuter, parce que même en communication, on n'est pas bon.
On va dire, tiens, on fait ça, mais on oublie tout le schéma de pensée qu'on s'est fait dans notre tête, et on va oublier d'en parler avec ses cofondateurs. Et de dire juste, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as vraiment envie, vers quoi tu as envie d'aller? Mais le problème, c'est quand tu es entrepreneur, tu as envie de passer à l'action. Et que dans ta tête, tu as tout le schéma que tu veux faire en tête, tu as tout ton plan, et il est dur à remettre en cause, ce plan-là. Oui. C'est pour ça que je dis que les étapes du deuil sont importantes à des moments. Ok. Je dois faire le deuil de quelque chose pour construire quelque chose de plus beau, que ce soit avec les personnes avec qui je suis, ou les personnes, ou mes clients, ou ce que je pensais devoir faire. D'accord, très bien, ok. Ah, j'ai une question dans la salle du coup. Attends, je vais venir avec le micro pour qu'on puisse t'entendre. Hop là. Yes. Ah ouais, si tu peux venir aussi, c'est top. Vas-y. Alors moi j'ai une question qui se rapproche un peu du titre. C'est j'essaie de parler à des concurrents ou à des boîtes qui pourraient être concurrentes, et je vois que, enfin je me dis les choses qu'elles sont en train de développer ou qu'elles vont développer. Ça a de la valeur parce que elles ont dû aussi faire cette démarche, entendre ces problèmes et se dire je vais résoudre ce problème. Donc certes, j'ai envie de me différencier un peu de ce qu'elles font, mais comment j'intègre à la fois ce qu'elles vont faire, et donc je me dis que ça a de la valeur, et à la fois les feedbacks de ce que mes clients me disent. Finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur et comment je fais un peu le mix de tout ça. Ok. C'est super compliqué la concurrence. Je vais expliquer parce que ça met un stress de dingue. En fait, c'est horrible la concurrence. En fait, on est là, on imagine tout ce qu'on veut faire dans 5-10 ans, parce que c'est souvent ça. Et là, on voit quelqu'un qui se lance en même temps que nous. D'ailleurs, c'est horrible. Personne n'avait parlé de ce sujet. Moi, par exemple, quand j'ai lancé une boîte dans le recrutement, personne ne parlait de ce sujet-là. On fait un salon 2 mois après, on a 3 concurrents qui se lancent en même temps que nous. Voilà, et tout le monde est là, oui. Et ça vend du rêve, et ça envoie des choses, etc. En fait, on a un côté un peu... on ne se sent pas bien quand on voit la concurrence avancer. Alors, il y a un point important, et ça c'est très complexe, c'est tes clients ne sont pas leurs clients. Le problème que tu veux résoudre n'est pas leur problème qu'ils veulent résoudre, et toi tu penses qu'ils le font parce que ça va marcher et que c'est beau, et que c'est ce que tu as envie de faire, mais c'est peut-être pas ce que les clients attendent de leur côté. Et tes clients n'attendent pas les mêmes choses que leurs clients. C'est très compliqué en tout cas, parce que voir la concurrence développer une nouvelle fonctionnalité, tu te dis « mais c'est exactement ça ce que je voulais, mais j'avais pas l'argent pour le faire ». Là, c'est horrible, c'est vraiment horrible. J'ai pas une réponse directe à te donner, mais c'est juste déjà je comprends ta peine et ce qui se passe. Moi, j'ai envie... il y a une autre question dans la salle, mais alors, est-ce qu'à ce moment-là, pardon, je voulais juste en fait rebondir sur ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que... comment est-ce... Pardon, je vais y arriver. Par rapport à ces concurrents, tu dis, est-ce que tu peux aller plus loin sur la notion de les clients de mes concurrents ne sont pas mes clients? C'est intéressant, je trouve. En fait, une boîte, un produit digital, c'est la représentation des personnes qui l'ont conçu. Oui. Ton produit dedans est ancré les émotions négatives que tu as envie de combattre pour changer le monde. C'est inclus dans tout ça, dans ta communication, dans tout ce qui se passe. Il y a des gens à qui tu vas parler, à qui tes concurrents ne vont pas parler. Mais pourtant, factuellement, vous êtes à peu près pareil. Voilà. N'essaye pas d'être une copie. C'est la pire des choses. En fait, être une copie. Et au-delà de ça, les fonctionnalités de la manière qu'ils les font, il y a moyen de les faire 10 fois plus simples et de valider plein de choses en cours de route. Voilà. Mais ça demande de rentrer dans un schéma. Je pourrais avoir des exemples là-dessus, où par exemple, on a un truc j'étais dans une boîte, il voulait absolument lancer une nouvelle offre, et il estimait à 6 mois pour la réaliser. 6 mois côté tech, vous pouvez multiplier par 2 ou par 3, c'est le truc de base. Oui. Si un tech vous dit ça va prendre tant de temps, vous multipliez. Voilà. Toujours ? Toujours, ok. Et c'est pas que technique, c'est aussi vous allez changer en cours de route, vous allez vouloir... surtout sur 6 mois, parce que ce qui est vrai en mai, c'est pas forcément vrai en janvier. Exactement. Ok. Et en fait, elle est estimée à 6 mois, et en fait, on a validé, on a découvert ce qui pouvait fonctionner en 2 semaines. Ok. On a fait une fonctionnalité, mais minimaliste, en 2 semaines, qui a permis de faire quelque chose, mais ça demande le besoin de faire le deuil, je reviens au deuil à chaque fois, de la manière qu'on a de le penser. D'accord, ok, très bien. Il y avait une question dans la salle. C'était pas une question, c'était une remarque, oui. C'était pour compléter mais tu as répondu en partie, et c'était pour répondre à ce que tu disais. Ne pas copier la concurrence, en fait, parce que la concurrence essaie de proposer des solutions pour répondre à un problème qu'ils ont imaginé.
Et si tout le monde pense que la concurrence a fait les tests utilisateurs, la recherche utilisateur, et qu'elle a bien fait les choses, c'est souvent faux en fait. Donc on va copier quelque chose qui est faux en se disant que la concurrence le fait, donc il faut le faire. Essayez de trouver vos propres solutions à des problèmes qui sont posés. Ce sera peut-être la meilleure manière de faire les choses. C'est un point important, mais en fait, on voit des fonctionnalités quelque part, on pense que la personne ait le même schéma de pensée que nous, et on se dit il faut le faire. Et ça rassure, c'est comme un business plan, si quelqu'un d'autre l'a fait, bah, c'est qu'il faut le faire. Bah, en fait, non, ils ont juste investi de l'argent pour tester ça, mais on n'est même pas sûr que ça fonctionne comme ils le font. Pour avoir parlé avec beaucoup de startups, il y a beaucoup, en série A, il y a énormément de chantiers qui ne sont pas utilisés. Voilà. On fait des fonctionnalités et elles ne sont pas utilisées, ces fonctionnalités. Parce qu'on a de l'argent, on a du temps, du coup on est en capacité de passer 3-4 mois sur une fonctionnalité qui n'a aucun apport. Voilà. Ok, intéressant. Et donc, comment éviter ceci un maximum ? Toujours le test utilisateur, c'est pour ça que tu disais que c'était une boucle constante ? Le test utilisateur, c'est bien, ça permet de valider une idée globale. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, les design sprints, on valide des concepts globaux, on va aller sur vraiment qu'est-ce que les gens ont envie de faire. On va essayer vraiment de découvrir et d'ouvrir le spectre le maximum possible. Quand tu réalises, il y a un moment, il faut passer à l'action. Si tu n'apportes rien, ça ne passe pas. La vraie question, la vraie réponse, c'est si tu vends un produit, tu as quelqu'un qui est devant son écran tout seul, qui a sa carte bleue, et ce qui paye ton produit. Ça, c'est la réponse. Okay. Pour y aller, il y a quand même pas mal d'étapes, et tu peux y aller sans faire toute ta fonctionnalité. En fait, tu vas lancer des hypothèses, et tu vas dire comment je vais chercher à les valider. Et il y a plein de manières d'y arriver. Je pourrais montrer un exemple. Si c'est... Oui, volontiers. Ok, je peux peut-être. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas là-dessus. Hop là. Moi, j'ai d'autres questions, mais je les garde pour après. Ouh là là. Je vais expliquer un petit truc. Hop là. C'est une boîte dans laquelle j'ai pu participer. Globalement, c'est une marketplace de fret routier. Ils mettent en relation expéditeurs-transporteurs. Donc, c'est le fameux truc où on change globalement la façon de réaliser. On appelle ça une offre de messagerie, peu importe. De changer la manière de facturer les clients. Donc, ça demande, c'est estimé à 6 mois de temps. Donc, voilà, le fameux. En fait, on prend de la hauteur. Je ne vais pas expliquer tous les détails, mais là, par exemple, vous avez un Linux Canvas. C'est une manière pour prendre de la hauteur. C'est là-dedans qu'on accompagne les gens à faire. On se définit un objectif et on pense que de base, ça ne va pas y arriver. C'est-à-dire comment on essaye de se mettre en mode, on va apprendre des choses. Qu'est-ce qu'on doit valider ? En fait, c'est cool cette nouvelle offre parce que ça permet de garantir pas mal de choses, ça automatise une partie du chiffre d'affaires, ça peut être vraiment le futur et ça permet de répondre à un vrai besoin de la part des clients. Et en plus, ça nous sécurise des partenariats. En fait, on se paie avec des hypothèses. En fait, dans cette manière de découvrir les choses, on pose les hypothèses avant de poser les fonctionnalités. Déjà, la question, c'est est-ce que les clients sont intéressés par cette nouvelle offre ? C'est la vraie question à se poser. Est-ce qu'ils sont prêts à augmenter leur temps de transport pour diminuer leur coût ? C'est un peu ce genre de question. Et du coup, on va rentrer dans un mode on va définir des KPI de succès. En fait, quand on définit des KPI de succès, c'est complètement arbitraire, c'est du doigt mouillé, mais on s'en fiche, à la limite. D'accord. C'est pas grave, ça nous met dans une dynamique de qu'est-ce qui ferait que cette fonctionnalité est un échec ? D'accord. Plus que qu'est-ce qui fait que... De base, il ne faut pas oublier, la plupart des fonctionnalités ne sont pas utilisées, les startups, ça s'arrête avant 5 ans, enfin tout ça. On est soumis à l'échec perpétuellement. D'accord. En fait, il ne faut pas se mettre dans un mode optimiste, il faut se mettre dans un mode survivaliste. C'est-à-dire, je ne pense pas que cette fonctionnalité va bien fonctionner, mais je dois me poser la question comment je valide que cette fonctionnalité, il faut le prendre à l'envers, en fait, la question. D'accord. Du coup, là, on se dit, s'il y a 20% des clients qui ont une expédition compatible et qui sont intéressés par cette offre, vas-y, on passe dessus. Donc, je rappelle, ça change la page d'offre et ça change tout le système. En fait, donc, on fait d'autres. Ça, c'est des ateliers d'idéation pour essayer de représenter ça. Ça paraît se prendre la tête, mais en fait, c'est ultra rapide. Et ça aligne tout le monde, ces ateliers-là. Parce qu'au moins, on parle des mêmes choses. Souvent, ça arrive, tiens, je dis des choses à des développeurs, par exemple. Ça arrive à être réalisé. Ah, mais c'est pas du tout ça que j'avais en tête. Ouais. Une petite frustration, et du coup, tu rentres dans ce... Et en fait, il faut chercher à rendre concret et créer un langage commun le plus rapidement possible. Donc, on dessine, on écrit, on met des post-it sur des murs, on crée des ateliers, des story mapping, enfin voilà. Ensuite, on priorise, on se dit, on fait must have, should have, could have, qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, qu'est-ce qu'on fait après, etc. Et on se fait, c'est un travail d'équipe, ça. La priorisation, c'est vraiment le travail d'équipe.
pour arriver en fait à tout simplement une page où, bah tiens, si on regarde là-dessus, du coup, on n'a même pas le montant. C'est-à-dire qu'on a fait juste un encart, juste ici, là, où on a marqué offre de messagerie avec un petit encart pour dire j'en profite. C'était sur les expéditions compatibles. Quand on cliquait dessus, il y avait une pop-up qui s'affichait, qui affichait un numéro AirCall. Et on pouvait appeler et passer l'expédition en manuel avec quelqu'un, un opérationnel. D'accord, ok. Donc fonctionnalité manuelle qui ne demande pas beaucoup de temps de développement derrière. Exactement. Et qui permet de valider rapidement si c'est utilisé ou pas. Exactement. Enfin, de valider le KPI. Exactement. Ok. C'est ça. Et du coup, on lance ça. Ça prend, par rapport aux gens qui affichent dessus, bah, par exemple, il y a 15% des gens qui cliquent sur le bouton et le tunnel de conversion, oui, parce qu'il faut utiliser la data du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir combien de personnes vont avoir le message affiché, combien de personnes vont cliquer sur le bouton, combien de personnes vont appeler, donc c'est AirCall, c'est traqué. Et en fait, il faut mesurer un tunnel de conversion. Ok. Donc on se met là-dedans et du coup, on a 15%. Il faut savoir que là, il n'y a même pas de prix en plus. Non, À quel point la complexité technique était importante, même d'afficher un prix était compliqué. En fait, on fait ça et on se dit, bah tiens, là on est dans succès, on n'est pas dans l'échec parce qu'il y a des expéditions qui passent de ce côté-là, mais on n'est pas non plus dans l'échec complet, quoi. Voilà. Tout à fait. On donne une deuxième chance. En moment, on rajoute le prix, on le met en avant, on affiche des choses plusieurs fois différemment. Et ça, tu le fais en A/B testing ou tu l'as fait après? Ça, on le fait directement. Alors, l'A/B testing, arrêtez avec l'A/B testing. Ah. La plupart du temps, les gens qui utilisent l'A/B testing ne contrôlent pas leur data. Et du coup, en fait, finalement, on n'arrive pas En fait, c'est juste de l'A/B testing qui se rassure pour dire j'ai testé plusieurs formats, mais en fait, souvent, c'est plus complexe que ça à implémenter. Et surtout, A/B testing sur moins de 5000 personnes, ça sert à rien. D'accord, très bien. Bah, c'est bon à savoir. Voilà. Et du coup, donc ça, c'était après. C'est un test que tu as fait ensuite. Ça, on a rajouté, ça a augmenté le taux de conversion, etc. Okay. Et en fait, là, du coup, les gens passent en manuel. Nous, on fait des interviews avec les personnes qui ont passé en manuel. Bien sûr, tout le monde nous dit « Bon, j'en ai marre de passer mes expéditions. Voilà. » Mais globalement, je continue à le faire, donc c'est OK, mais j'en ai un peu marre. Frustration positive. Ah, ouais. Du coup, ça valide on fait des entretiens, on permet d'ouvrir des portes un peu plus grandes et de voir qu'est-ce qu'on doit prioriser par la suite. Et en fait, il y a un moment où on l'a fait en un mois, ça, et on a retiré plein de choses dedans. Ok. Où en fait, du coup, bah, on a déployé cette nouvelle offre, et là, c'était en automatique, sur certains critères. Ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est qu'une fois qu'on lance ça, c'est une expérimentation parmi plein d'expérimentations. En fait, ce qu'on voit là, c'est toutes les expérimentations qu'on voulait mener. Oui. Et en fait, quand on en fait une, eh ben on en lance une autre, etc. En fait, on va rentrer dans ce mode-là. C'est-à-dire, on lance un truc, on le laisse prendre un petit peu, on laisse tourner. Pendant ce temps-là, on en prend une autre, on la met en action, et en fait, on va avoir le retour de ce qui se passe au fur et à mesure. Et en fait, c'est un peu une démarche empirique. C'est-à-dire, je vais faire des suppositions, je vais essayer de les valider, et je vais voir ce qui prend. À un moment, il y a un truc qui prend, et ça dépriorise tout ce qui est à côté. Et au pire, les clients sont mécontents, mais des clients mécontents, c'est intéressant. D'accord. Un client mécontent, oui, c'est quelqu'un qui va te donner plein d'infos sur ce qui peut être fait. D'accord. Et donc, en fait, c'est ça qui va permettre de guider ta priorisation. Exactement. D'accord. Très bien. Si 5 clients te remontent le même problème, ne te posent pas de questions, c'est vraiment le problème que tu as à résoudre sur l'instant. Ok, c'est le premier. C'est ça. Après, bien sûr, tu as des phases où tu vas chercher à acquérir de nouveaux clients, d'autres où tu vas chercher à les retenir, ce n'est pas du tout les mêmes phases. Mais il faut que tu sois clair dans ta tête là-dessus. Parce que souvent, ça arrive que des gens ont du mal à prioriser parce qu'ils veulent faire de l'acquisition, de l'activation et de la rétention à la fois, et c'est très complexe. Oui, très bien. Merci pour ça. Merci pour ces différents éléments de méthodologie. La question que j'ai à te poser, c'est comment est-ce que ces différents éléments de méthodologie, je les combine avec la méthodologie que j'ai déjà, par exemple la méthodologie de sprint. Comment est-ce que je fais pour que tout ça s'aligne concrètement. Si j'ai pas d'équipe produit, c'est un travail d'équipe de faire les must-have, should-have, could-have. Oui, mais on est 5, donc comment je fais? Alors, en fait, tout simplement, on se parle. Alors, ça paraît très bête quand je vais dire ça. On se parle, on décide. En fait, collectivement, on va se dire quelle est l'hypothèse qu'on veut valider. Souvent, on est assez raccord là-dessus. C'est assez simple. Par contre, comment on le fait, c'est le gros bazar. Et on se dit, tiens, on sélectionne ensemble ce truc-là. Comment on le fait le plus rapidement possible? On découpe, on fait le minimum. Par exemple, là, on a découpé fortement, entre guillemets. On teste, on lance un truc, on se dit comment on le valide.
Qu'est-ce qu'on va faire? Le KPI de succès qu'on pourrait. Tiens, je contacte 10 personnes là. On lance une campagne AdWords. On met allez, 5 000 € de budget. Si des gens s'inscrivent et font cette action-là, on est content. Si on arrive à rentrer en conversation avec eux, s'il y en a 20% qui arrivent à ce stade-là, ben on est content. C'est qu'il y a un truc. Imaginons. Et on le fait en fait, on se met en action. Oui. Le problème dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas se mettre en action. On a l'impression qu'on fait des choses, mais on ne fait pas de choses. C'est ça, et un petit peu en fait. Moi, je sais que j'ai vu ça dans certaines équipes, que ce type d'atelier génère un petit peu de frustration, parce que tu te dis, vu qu'on n'est que 5, j'ai pas une équipe de 5 en fait, personnes dédiées sur le produit. Du coup, le temps que mon sales va passer à faire ces ateliers-là, c'est du temps passé en moins sur le terrain. Le temps que le CEO fait pas ça, c'est du temps passé en moins à parler à des investisseurs. Combien de temps ça doit prendre en pourcentage dans une équipe? À quel point c'est important? À quel point je dois prioriser ça par rapport à d'autres tâches? Ça doit être une habitude du quotidien en fait. Alors, la question du temps est importante parce qu'on pense qu'on n'a pas de temps et qu'il faut aller vite. Oui. Mais vaut mieux à des moments prendre un tout petit peu de temps pour se poser les choses et être raccord plutôt que gérer le temps qu'on va perdre à être désaligné par la suite. Ah. Le temps de désaligner, c'est le temps où on va se prendre la tête, on va pas se comprendre, on va parler, on pense qu'on est dans le jus. En fait, souvent, quand tout va bien, ça passe ce genre de moment. Quand ça va mal, 11 startups sur 12 s'arrêtent dans les 5 premières années. Je le répète ce mot, et en seed, il y en a beaucoup qui ne sortent même pas d'ailleurs. Le pire d'ailleurs, c'est de faire de l'entrepreneuriat, mais de ne jamais avoir sorti vraiment un produit. Mais en fait, ça doit être un sport d'équipe vraiment dans l'idée, c'est on se met ensemble, on se parle, on arrive, on se définit ensemble comment la stratégie qu'on voit, comment on voit les choses. Et à ce moment-là, c'est pas parce que tu fais de la tech, un CTO ne doit pas être une machine à coder dans une startup qui vient de se lancer. Oui. C'est une machine à penser comment on peut résoudre le problème et comment. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un CTO qu'on cherche à ce moment-là, c'est juste quelqu'un qui est tech, qui va mettre les mains dans le cambouis, avec qui on va travailler ensemble, parce que on peut pas avoir un rythme saccadé quand on ne sait pas encore ce qu'on vend. Les process, c'est bien. Mais mettre trop de process et faire trop de process avant l'heure, c'est malsain, entre guillemets. Ça nous empêche de passer à l'action, ça nous fait cacher derrière tout ce système de dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que je devrais le réaliser. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne avant que... Moi, j'ai plein d'autres questions, mais c'est pour être sûr. Vraiment, n'hésitez pas, il nous reste 7 minutes ensemble. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est... ok, donc on a vu plein de choses. On a vu le départ, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais en fait étape par étape pour poser tes questions, faire des boucles itératives. On a vu comment s'organiser en équipe pour faire avancer le projet. Et en fait, on s'est confronté aussi à une problématique, c'est la roadmap qu'on présente aux investisseurs, c'est pas la même roadmap que la roadmap produit. Mais comment est-ce que je fais pour présenter ces avancements aux parties extérieures, aux parties prenantes? Alors, souvent, par exemple, avec les investisseurs, c'est un peu particulier. On pense qu'ils nous demandent quelque chose qui, pense, les rassure. Mais en fait, qu'est-ce qui rassure vraiment? Par exemple, je te dis, tu es investisseuse. Coucou, tu as investi dans ma start-up. Et tu dis, oui, mais il faut faire cette fonctionnalité-là. Okay, et j'arrive 6 mois plus tard et je te dis, ah, ça y est, on a fait la fonctionnalité. T'es contente? Je te dis, wow, whoopi, voilà. Oui. Par contre, si je te dis, ok, là, on a défini le problème qu'on a voulu résoudre, on a pensé que cette fonctionnalité était le truc le plus intéressant. En fait, on a lancé un test, on a regardé l'appétence, il y a pas mal de gens qui nous ont dit ça, du coup, on a réorienté la solution là-dessus, on a intégré cette partie-là de la fonctionnalité, et en fait, on a trouvé un marché là-dessus, donc du coup, il y a 50% des clients qui ont été plus contents, ça nous a généré tant de chiffre d'affaires, mais par contre, là, on pense aller sur cet autre truc pour essayer de valider. Et tu vois, en fait, je t'amène plus de réassurance, en fait, et de confiance là-dessus. Là, c'est un peu abstrait, tous ces mots que je te dis, ouais. Mais en fait, je t'amène plus dans la démarche dans laquelle je fais les choses. Et bien ça, c'est inconscient, mais ça rassure 10 fois plus les investisseurs, parce qu'on sent que tu as une équipe, tu es avec une équipe qui ne va pas cacher quand ça va mal. Qui va te représenter tout son système de pensée, qui va être dans un apprentissage continu. Et je suis confiant en tant qu'investisseur que je vais avoir quelqu'un, s'il y a un problème, il va le déceler. Oui. Il va essayer d'appliquer quelque chose par-dessus. Donc finalement, en fait, c'est problématique de démarche et de présentation de démarche et d'avoir une démarche
relativement structuré, mais comme tu dis, attention à ne pas rentrer dans des pièges. Tout à Où fait. on se dit, on fait telle étape, puis telle étape, puis telle étape, là où la seule chose qui compte, c'est le retour client, Oui. de ce que je comprends. C'est en fait un gage, c'est une garantie de communication, et ça permet d'établir la confiance en fait avec les autres parties qui peuvent avoir un regard autre que t'inquiète, je sais ce que mes clients veulent, je m'en occupe. C'est exactement ça en fait. Parce qu'en fait, souvent quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas envie de retomber dans les travers du passé, on devait faire de reporting à des gens. Indirectement, avec les investisseurs, c'est du reporting. Hein. Voilà. Je dois montrer. Mais en fait, plus on est proactif dans cette manière de faire là, plus on donne la confiance et plus il nous donne d'autonomie. Parce que l'autonomie en tant qu'entrepreneur, les moments où ça va mal aller, les investisseurs ils vont débarquer à un moment. Si tu caches trop sous le tapis, à un moment ça va revenir et même ça va être un peu top-down et un peu meurtrier. Ça va partir en clash, ça va être assez compliqué dans les discussions, il y a peut-être des gens qui vont partir. Et ce côté-là, il est super important. Il faut les rassurer. Mais il faut donner comment sont faites les choses. Après, ça dépend du niveau de détail dont ils ont besoin. Ça se trouve, ils ont une confiance aveugle, vas-y, je te laisse faire. Mais il faut que ça marche aussi. Quand ça ne marchera pas, ils n'auront pas une confiance aveugle. J'imagine. Est-ce que c'est clair pour vous ce qui a été dit? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à votre propre roadmap produit? Parce que j'ai quelqu'un du coup en ligne qui me pose la question. Alors, j'essaie de reformuler la question au maximum, donc n'hésite pas bien sûr à me corriger, Pascal, si je la pose mal. Quand c'est le produit qui fait l'acquisition, la rétention et la monétisation, donc beaucoup de choses, comment est-ce qu'on fait pour rester très itératif et adapter sa roadmap tout le temps, tout en ayant un impact? En fait, j'ai l'impression qu'on est face à un entrepreneur qui a plein de priorités à la fois et je pense que ça traduit une véritable angoisse que moi, je sens parfois dans les entrepreneurs qu'on peut accompagner à l'incubateur HEC et même les autres que je peux rencontrer lors des événements. C'est OK, super, maintenant on a plein de nouvelles fonctionnalités. Je fais comment pour faire rentrer ça dans mon emploi du temps? Qu'est-ce que je sacrifie? Faire le deuil. C'est renoncer. Ouais, faire le deuil. Il y a une question d'impact. Alors bien sûr, il y a plein de frameworks de priorisation qui existent. Oui. Il y a plein de choses qui existent de bien là-dessus, d'essayer de mettre un impact. Il faut savoir un truc, c'est complètement au doigt mouillé tout ça. Ça veut dire qu'on pense que c'est assez scientifique, etc. Mais l'impact, c'est... Je pense que ça va passer. Je pense que c'est intéressant. C'est dur de bien prioriser quand on a plein de retours clients. C'est un peu ça ce que j'entends aussi. Oui. Et plein de volontés. En fait, il y a un peu un système d'entonnoir. Déjà, est-ce que tous les clients sont les mêmes? Comme j'en parlais tout à l'heure, les personas. Est-ce qu'on doit écouter tout le monde? Est-ce qu'on doit écouter tout le monde? Est-ce que ce qu'ils me disent est vraiment ce que je dois apporter? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la solution? De toute façon, un retour client, c'est souvent dans la solution. Oui. Donc on est tenté de faire, je le prends, je le mets. Par contre, souvent, pareil que je disais tout à l'heure, de parler avec les personnes, on peut faire prendre du recul, question des biais, sans biais. On va remonter à l'essence même du problème qu'il a. Mm-hmm. En fait, il va peut-être te demander une fonctionnalité, mais son problème est plus haut. Oui. Et peut-être que ce problème qui est plus haut, en fait, toi, tu peux lui apporter sans même faire la fonctionnalité, mais tu peux peut-être faire, tiens, si tu as vraiment envie de lui faire plaisir, tiens, je vais te faire un export à la main et je te le donne, tu vois. À la limite, tu automatises l'export et puis voilà. Tiens, j'ai compris ton problème, voilà ce que ça peut te donner. Dans les analyses, souvent, des demandes vont demander des analyses partout, des tableaux de bord pour montrer comment ça marche. Je sais pas, ça te parle, tu vois, OK, on a un truc, maintenant, il faut faire un tableau de bord pour montrer que, à notre hiérarchie, parce qu'on utilise l'outil, que ça fonctionne bien. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire. En tout cas, il faut se recentrer sur à qui on veut parler, quelle est cette personne, à qui nous, on a envie de répondre prioritairement. On fait le deuil des autres, à la limite, c'est pas grave. Mais on les accompagne les autres dans, c'est pas le sujet pour le moment, mais on peut prendre un temps pour essayer de comprendre encore mieux ton besoin. Oui, et là, en plus, je parle pour les startups qui sont surtout en B2B, quand tu fais ça, tu te positionnes en tant que partenaire, en tant qu'expert, et plus juste comme un prestataire de service, en fait, parce que tu es en mode, moi, je suis là pour t'aider à résoudre ton problème, que ça passe par mon produit ou que ça passe pas par mon produit. Tu peux me faire confiance en tant qu'expert. C'est la méthodologie que je vous invite à regarder, Jobs to be done, qui est, tu as un travail, en fait, que tu as besoin que j'exécute. Et donc, moi, je vais essayer de faire mon max pour l'exécuter. Que ça passe dans ma roadmap produit ou pas, je pourrais vous mettre des liens, si vous voulez, dans les commentaires sur cette méthodologie qui apprend beaucoup et qui... Exactement, les jobs to be done sont très intéressants et ça revient un peu à c'est quoi ce que tu as envie d'apporter, le problème que tu as envie de résoudre. Et surtout, quelqu'un t'en voudra jamais de vouloir essayer de résoudre son problème. Et même si c'est pas parfait. Oui. Voilà, et ça te permet aussi de gagner du temps sur la fonctionnalité comme tu l'envisageais de base. D'accord. En fait,
et c'est un point important, cette dynamique dont je parle d'apprentissage continu et d'itération, c'est aussi de se dire, c'est mieux pour un client qui voit la dynamique d'amélioration et d'innovation perpétuelle qui se passe, plutôt que j'ai mis 6 mois à développer la fonctionnalité comme tu l'as pensé et elle est sortie. Quelqu'un qui s'adapte perpétuellement aux besoins du client, c'est quelqu'un qu'on fidélise au fur et à mesure. Et de voir ça, c'est 10 fois plus impactant. Oui, j'imagine. Super. J'ai envie aussi un petit peu de conclure sur une citation. En fait, une fois, un expert m'a dit qu'il y a une citation qu'on utilise souvent de Ford qui dit si j'avais écouté mes clients, ils ne m'auraient pas dit qu'ils voulaient une voiture, ils m'auraient dit qu'ils voulaient des chevaux qui vont plus vite. Exactement. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui reprennent cette citation en disant du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter les clients parce que les clients n'ont pas la solution. Non, mais les clients ont quand même exprimé le besoin qui est j'ai besoin d'aller plus vite. Et c'est ça, en fait, c'est quand tu dis il faut remonter plus loin dans l'expression, il donne une expression de solution, mais il faut remonter plus loin aux besoins qui les a poussés à proposer cette solution pour voir comment toi, l'expert, celui qui est un peu passé par tout ça, peut apporter une solution qui soit adaptée au problème. Souvent, on parle des 5 pourquoi d'ailleurs. Oui. Ça veut dire les 5 pourquoi, quelqu'un nous pose quelque chose et on va, question sans biais bien sûr, j'insiste toujours là-dessus, on va remonter à l'essence même. On va remonter à l'essence même de pourquoi. Bien sûr, c'est pas un interrogatoire du FBI, tu vois, voilà. Et pourquoi non ? Une discussion naturelle qui se fait, mais on fait prendre de la hauteur à la personne. Et en fait, à ce moment-là, on arrive à l'essence même du problème. Mais il faut écouter les clients. Il faut y passer du temps. J'ai beaucoup de personnes qui me disent est-ce que je peux envoyer un questionnaire ? Alors, un questionnaire, ça dépend. Si tu envoies un questionnaire alors que tu n'as pas parlé avec tes clients, ne le fais pas. Le questionnaire, c'est ce qu'il y a de plus biaisé au monde. Ouais. Tu poses des questions ultra fermées, tu essayes juste de valider ce que tu as en tête et tu essayes d'écrire des questions pour que ça valide ce que tu as en tête. D'accord. Mais ça rassure. Après, si tu as déjà parlé avec des clients, tu peux balancer un questionnaire. C'est intéressant. Mais il faut que ça soit dans une démarche assez ouverte. Ok, super intéressant. Merci beaucoup Nicolas. Nous avons déjà dépassé le temps qui nous était, qui nous était accordé. Merci beaucoup pour ta présentation, pour tes retours d'expérience, pour tes exemples très concrets. Merci beaucoup aux personnes qui sont en ligne, qui ont posé toutes leurs questions. Ça a vraiment permis de rendre la conférence dynamique et qu'on puisse extraire tout le savoir. Enfin, tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre, j'en suis sûre. Mais en tout cas, on extrait un maximum. Merci beaucoup aussi aux interventions et aux questions qui ont été faites en salle, qui ont vraiment permis d'enrichir la conférence. Un immense merci à l'équipe technique qui a réussi du coup à rendre ce live possible. Et quant à vous qui nous écoutez en ligne, mais également vous qui sont dans la salle, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de davantage d'aide sur votre projet, vous pouvez toujours contacter The Tribe qui sera qui fera avec plaisir qui offrira ce genre de type de service pour ça, voilà, qui fera des artichauts pour vous. Et également, en fait, à l'incubateur HEC, vous pouvez rencontrer des experts comme Nicolas, vous pouvez rencontrer des experts de The Tribe, vous pouvez également rencontrer des experts sur tous les sujets, sales, produits, vente, levée de fonds, recrutement, comment je fais tout ça. Il y a 700 experts à l'incubateur HEC qui peuvent vous aider à vous poser vos bonnes questions, vos propres questions. C'est un programme qui est à la carte et sur mesure. Et vous avez encore 5 jours pour candidater, pour rentrer en janvier 2023. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain Doers to Doers. Vous recevrez par email la date du prochain. À bientôt.